Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Chambon, directrice générale déléguée de l'étudiant. Qu'est-ce que ça signifie ? Définir la stratégie. J'ai senti que les matières financières, c'est ce qui me convenait. Donc je me suis spécialisée en finance, effectivement. Ça évolue très très vite. C'est vraiment les expériences en fait qui forgent. J'étais chez Canal, je suis restée une année là-bas. Cette boîte était dingue, hein. On vivait Canal. Et là, toutes les équipes sont parties. Une connaissance de Canal+, qui me contacte pour BFM TV. On était vraiment dans la courbe ascendante. C'était exigeant et compétent. Notre mission, c'est d'aider et d'informer les jeunes pour les aider à choisir leur avenir. Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils ? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Homéric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Chambon, directrice générale déléguée de l'étudiant du groupe Comexposium. Isabelle est née le 2 janvier 1977 à Saint-Maurice. En 1998, elle démarre sa carrière professionnelle en finance. D'abord chez Canal+, puis chez Kantar, après quoi chez Next Radio qui est l'actuel Altis Media, puis elle s'expatrie au Maroc où elle prend la direction générale de Régie 3. Grâce à toutes ces expériences, Isabelle est devenue une figure incontournable du monde des médias et de l'éducation. Sa carrière impressionnante est marquée par de nombreux succès, de belles rencontres et des opportunités. Nous allons découvrir l'intégralité de son parcours, son histoire et explorer ce qui l'a amené à ce poste clé. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de About You. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Chambon, directrice générale déléguée de l'étudiant, groupe Comexposium. Isabelle est une figure incontournable du monde des médias et de l'éducation, avec une carrière qui est vraiment, moi je trouve vraiment impressionnante, avec de nombreux succès. Isabelle, vous allez nous raconter tout ça. On va plonger dans votre parcours, découvrir votre histoire et explorer ce qui vous a amené à ce poste clé au sein d'une très belle organisation. Isabelle, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de nous accueillir aujourd'hui dans le studio de l'étudiant. Première question, Isabelle, est-ce que je peux vous tutoyer ? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es née et où, s'il te plaît ? Alors, je suis née le 2 janvier 1977. En région parisienne, je viens du à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ton enfance ? Comment était-elle ? Je suis l'aînée d'une fratrie où on est 3. J'ai 2 frères, deux frères plus jeunes. J'ai eu une enfance joyeuse, aimante, des parents très aimants. J'étais la grande sœur, donc mes 2 petits frères. Donc j'étais la grande sœur sérieuse qui s'occupait de ses petits frères. Qui Voilà. fait ses devoirs ? Qui fait ses devoirs, qui est assidu à l'école. qui est assidu à l'école. J'étais une bonne élève. Voilà, j'étais la bonne élève. Tu crées pas de soucis à tes parents ? Non. Et par rapport à cette enfance dans le Val-de-Marne, comment est-ce que vos vacances, est-ce que vous partiez toujours en famille ? Est-ce que qu'est-ce que vous faisiez ? Alors, c'est important et c'est important de le souligner. Moi, je suis issue de parents immigrés portugais, qui ont immigré en France. Donc les vacances, comme pour tous les Portugais, c'est au pays. Donc oui, on allait en vacances au Portugal tous les étés. Vous profitiez de la famille qui était toujours là-bas et faire avec tous les cousins. Exactement, avec tous les cousins, classique, la classique. De bons souvenirs. Voilà, mais de très bons souvenirs. On mange beaucoup, on mange bien, mais on mange trop. Oui, un peu. Par rapport à après, en grandissant, tout ce qui va être le parcours que tu as fait d'un point de vue scolaire, tu vois, au collège, au lycée, est-ce qu'il y avait des matières, est-ce qu'il y a des choses qui t'attiraient plus que d'autres ? J'étais la bonne élève qui est bonne dans toutes les matières, qui est sérieuse. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai fait le bac C parce que c'était bac C, je tiens à le dire. Tu peux préciser le bac C pour ceux qui sont après la réforme ? C'est bac S et puis maintenant de toute façon maintenant il n'y a plus de référence, mais
En tout cas, c'était bac scientifique. Donc, c'était la voie royale qu'il fallait faire quand on était bon élève. J'aimais bien les matières scientifiques. Franchement, j'aimais bien. Les maths. Je pense que j'ai un esprit assez cartésien. Donc, voilà, les matières scientifiques me convenaient assez bien aussi. Et tu rêvais de faire quoi quand tu étais enfant? Oh non, je pense que j'ai quelque chose de, voilà, je suis très cartésienne, très concrète. J'ai pas de souvenir d'avoir des rêves, d'être une star ou non, j'avais pas, c'est pas quelque chose que je recherchais moi. Plus tard, je serai directrice générale. Non, c'était pas du tout. Voilà, j'étais pas comme ça. En revanche, c'est un peu plus tard que ça arrivait. Si j'étais peut-être lycée, j'avais vraiment profondément, j'aimais bien l'école, on dit, donc j'étais vraiment là, on peut dire à la polarde. Je sais pas si on dit encore ce terme-là, mais bon, j'étais un peu la polarde. Ça va revenir à la mode. Voilà, c'était un peu étonnant, c'est-à-dire j'aimais bien l'école, j'adorais apprendre. Moi, les bancs de l'école m'allaient très très bien, et à la fois j'avais besoin de concret. J'avais très envie, et c'est ça qui a déterminé mon choix d'aller en école de commerce juste après le bac, c'est que j'avais très très envie de travailler. Voilà, très vite, c'est arrivé. J'avais très envie de me dire de toucher le monde du travail. Et je voyais bien que même si j'étais très scolaire, j'avais envie de rentrer dans le concret. Et c'est vrai qu'avec le recul, et peut-être parce que j'ai pas été, j'avais pas l'accompagnement, j'avais pas à la maison, même si mes parents m'ont énormément accompagnée et aidée, mais ils n'avaient pas cette culture de l'orientation. Et c'est peut-être pas un hasard si je suis chez l'étudiant. En tout cas, ils n'avaient pas cette culture d'orientation. Et donc, quand je me suis orientée, j'ai choisi une école post-bac parce que c'était concret. Avec le recul, bon, voilà. Avec ce que je sais aujourd'hui, j'aurais dû faire une prépa à l'époque. On aurait pu faire autre chose. Bien sûr. Mais voilà, c'est avec ce recul-là, je peux le dire. Mais sinon, voilà, je suis très très contente et très fière de mon parcours. Tu peux. Tu as fait donc l'IPAG, c'est bien ça? Exactement, j'ai fait l'IPAG. Comment est-ce que tu as choisi ton école? Alors, parce qu'il n'y avait pas le salon. Non, il n'y avait pas de salon. Il n'y avait pas de salon. Je pense que j'ai quand même dû voir une conseillère d'orientation qui ne connaissait absolument pas les écoles privées. Malheureusement. Et une personne qui m'a beaucoup aidée, c'était mon proviseur de lycée. D'accord. Qui, je me rappelle avoir fait plusieurs entretiens avec lui et qui m'a aidé à choisir. À l'époque, en école post-bac, j'ai vraiment l'impression de parler comme un dinosaure, en école post-bac qui était visée et qui avait les accréditations, on n'en avait que 3 post-bac. Il y avait l'IESEG, il y avait l'IESEG qui était à Lille, il y avait l'ESCA d'Angers et il y avait l'IPAG à Paris. Et c'était des écoles privées payantes. Et mes parents n'avaient pas les moyens forcément de payer, en tout cas, ils ne pouvaient pas payer une école et payer un logement. Donc, de toute façon, mon choix, c'était forcément l'IPAG. Oui, comme ça, ça te permettait de faire le commute, mais au moins, tu restais... Voilà. Donc, en fait, c'était un choix financier. Ouais. J'ai fait l'IPAG à l'époque... pragmatique. De façon très pragmatique. Je suis assez pragmatique. Et alors, 4 ans? Oui, 4 ans. Master? Oui. 4 ans. En fait, à l'époque, la réforme LMD, c'est bien plus tard. Donc, il n'y avait pas le licence, master, doctorat. Donc, bac plus 4, c'était suffisant. Ouais, c'est ça. Aller travailler après. Voilà, exactement. Et alors, ces 4 années de... 4 années, franchement, j'ai retrouvé ce que j'attendais. D'accord. C'est-à-dire une formation concrète, beaucoup de stages, beaucoup de stages en entreprise, une découverte du monde de l'entreprise, une découverte de l'étranger. Je suis partie au Mexique. 6 mois, tout ce que en fait, j'ai vraiment trouvé ce que j'attendais. Ouais. C'est-à-dire que cette ouverture d'esprit, cette ouverture sur le monde du travail, des stages en marketing, des stages en finance, des stages. Donc c'était ce qu'il me fallait en termes de formation. Après, j'aurais pu choisir une école plus prestigieuse ou mais sinon c'était ce qu'il me fallait. Et justement, par rapport à ces stages, comment est-ce que tu choisissais? Est-ce que c'est parce que tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais faire ou tu t'es dit tiens, c'est l'occasion de découvrir? C'était l'occasion de découvrir, parce que je suis naturelle, assez curieuse, mais quand même assez vite, j'ai senti que les matières financières, c'est ce qui me convenait, toujours par rapport le côté très cartésien, très concret, faire parler les chiffres, ça me parlait beaucoup. Donc non, assez vite.
assez vite, je me suis dit que j'allais m'orienter en finance. Donc, je me suis spécialisée en finance, effectivement. D'accord. Bon, pour toutes celles et ceux qui ont un souvenir de leur prof de compta. Hein. Ah, mais moi, j'adorais. Moi, j'étais la seule. Je faisais les devoirs des autres parce que les devoirs de compta, tout le monde détestait les devoirs de compta. Moi, j'adorais. Moi, on prenait mes cours, on les transformait en fiches. Oui. Donc, puis ça circulait dans tout l'amphi. Donc, c'était... Non, la compta, c'est quelque chose... Ça me parlait, ouais, ça me parlait. Et alors, quel conseil tu donnerais à toi, si tu te voyais, toi, à 20 ans, tu te donnerais quoi comme conseil? Va faire une prépa Oui, là, c'est vrai. D'ailleurs, je l'ai fait avec mon frère juste après moi. D'accord. Parce que quand mon frère, 3 ans après moi, a dû faire un choix, je lui ai dit, fais une prépa. Voilà. Donc, je vais donner ce conseil-là. Je me ferai ce conseil-là, mais au-delà de ça, il y a quand même un côté... à 20 ans, j'étais pas la fille d'aujourd'hui. J'étais encore sérieuse, timide, réservée. Je me dis, voilà, lâche-toi. Je me dirais, lâche-toi, vas-y, t'as rien à perdre. Qui a fait ça? Non, c'est la vie, c'est les expériences, c'est la vie, on n'a jamais rien à perdre. Hein. Donc voilà, donc non, voilà, j'étais voilà sérieuse, sage et je suis un peu moins. Tu t'es trouvé un mentor à cette époque, quelqu'un qui pouvait peut-être te conseiller, t'orienter, ou une personne qui t'a influencé, à part le prof de compta? Pendant mes études, pas vraiment. Non. Ça a été un peu plus tard, quand je suis entrée en entreprise. C'est vrai que j'ai eu, voilà, on a tous des managers qui ont été vraiment des anchorman, oui. Ok. Pour moi, mais oui, c'est vraiment les expériences en fait qui forgent, qui nous forgent, en tout cas, qui nous font prendre du recul et comprendre que rien à perdre et voilà, il faut on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie et qu'il faut sortir de, voilà, faut se lâcher. Et alors après l'IPAG? Alors après l'IPAG, j'avais fait un stage très long, stage de fin d'études chez Carnot Metalbox, qui était c'était dans l'industrie, hein, c'était tout ce qui était en bouteille, enfin tout ce qui était emballage. D'accord. Industriel. Donc c'est eux qui faisaient les canettes de Coca, les flacons Elseve, etc. Et je n'ai pas du tout aimé. Pourtant, alors il y avait plein de choses, mais bon, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était quand même le rapport homme-femme. Je parle d'un temps, c'était il y a quand même un. Ouais, de l'industrie, oui, monde de l'industrie. Ouais, d'accord. J'étais stagiaire, mais j'avais déjà perçu que. Voilà, il fallait quand même. C'était un monde qui me convenait. En tout cas, qui me. Même en étant en finance. Même en étant en finance. Ouais. Et en tout cas, parce qu'il m'avait proposé de continuer, donc j'ai pas voulu continuer, donc j'ai cherché en me disant, l'industrie c'est peut-être pas pour moi, donc je vais plutôt chercher ailleurs et plutôt dans le monde des services. Et il s'est trouvé que j'ai trouvé chez Canal. Voilà. D'accord. Alors Canal, en fait, pour tout dire, j'étais chez Canal, je suis restée une dizaine d'années là-bas, enfin presque 10 ans chez Canal+, mais je suis rentrée par Studio. Alors ça a changé de nom entre-temps, mais je suis rentrée par Studio Canal Licence. C'était une des filiales de Canal+. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Studio Canal Licence, c'était tous les produits dérivés. Tous les produits dérivés. Pins, qui faisaient les produits dérivés, les Teletubbies. Je sais pas si tu te rappelles des Teletubbies. Pinky Winky, là. Voilà. Donc c'était donc ils avaient un certain nombre de. Alors, ça marchait beaucoup pour les dessins animés et ils ont toujours beaucoup investi dans le cinéma, dans les productions télévisées et c'est tous les dessins animés. Donc on avait Babar. Ouais, je me rappelle plus trop bien parce que mes enfants sont grands maintenant, donc je me rappelle plus trop bien des dessins animés. Mais il y avait surtout les Teletubbies. Je sais que ça avait été un carton plein. Ouais. Et donc je suis rentrée dans la filiale pour être contrôleur de gestion de la filiale Studio Canal Licence au début. Voilà. Et donc Teletubbies, c'était très rentable. Et c'était très très rentable. Ah oui, c'était très très rentable. Très marché du tonnerre. Et c'est dans ce cadre-là, c'est chez Canal que tu as eu justement, on parlait des mentors. Oui. Avant, c'est là où tu as eu des accompagnements du management. Ouais, des gens. Enfin voilà, cette boîte était dingue. Hein. C'était en termes de culture d'entreprise, c'était fou. On vivait, on dormait, on vivait Canal. Puis j'étais dans les très belles années. J'ai vécu des très belles années. J'étais au début.
au début de Canal. Et oui, ça reste un souvenir mémorable. Quand je le dis qu'on dormait, c'était au sens propre. C'est-à-dire qu'on avait moi j'avais les décodeurs, parce qu'après Studio Canal Licence, je suis allée chez Canal Plus Distribution, donc là, voilà, le Canal Sat, Canal Plus Distribution, donc là, le vaisseau amiral, comme on dit, ce qui crachait beaucoup d'argent. Et là, en fonction j'étais toujours contrôleur de gestion. Après, je suis passée responsable contrôle de gestion. Donc j'ai évolué comme ça. Évolué comme ça, mais j'avais 10 décodeurs à la maison. En bêta-test, j'étais à tous les avant-premières. C'est-à-dire qu'on vivait Canal, comme c'était une culture impressionnante. C'est l'entreprise de papa et maman. Quoi. Voilà. On se sentait vraiment très très fiers. On était très fiers. Très très fiers. Donc non, c'est une très très belle entreprise. Et oui, j'ai eu des gens qui m'ont beaucoup inspiré, ouais, avec beaucoup de valeurs humaines. Beaucoup de valeurs humaines, mais et exigeant. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de exigeant et compétent. Voilà. Et donc forcément ces gens-là, ça reste des modèles. Oui, c'est ça. Au début peut-être qu'on se plaint un peu, et puis finalement. Mais voilà, exigeant. Moi, je sais que c'est aussi, c'est-à-dire que cette personne-là dont je parle, elle, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup bousculé. Mais ça va avec en général. Ça fait progresser. Ça fait progresser. Donc, elle m'a bousculé. Ça a été Mais avec bienveillance. Avec bienveillance, exactement. Donc, il y a un équilibre toujours à trouver. Exactement. Voilà. Et donc, tu es resté 10 ans. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à partir? J'ai fait mes enfants là-bas. Mm-hmm. J'ai fait mes enfants là-bas. Enfin, mes enfants, on se comprend. 3 enfants, c'est ça? J'ai 2 enfants. 2 enfants. Une fille et un garçon. Et on les salue. On les salue, ils vont écouter. Ouais, peut-être. Et quand je suis, en fait, au moment, ça a beaucoup évolué, mais il y a eu le rachat par Vivendi, il y a eu la période J6M, comme on disait, Jean-Marie Messier, moi-même maître du monde. Enfin bon, il y a eu toutes ces périodes-là. Pierre Lescure qui a été limogé. Bon, il y avait eu toutes ces périodes-là très bousculées. Ouais. Et puis après, il y a eu la fusion avec TPS. Et moi, j'étais en congé maternité de mon 2e. Et là, toutes les équipes sont parties. Mais toutes les équipes sont parties. Ça partait. Enfin, voilà, il y avait gros changement de culture. Oui. Et là, je me suis dit, bon, ça fait 9 ans, c'est peut-être le moment. Voilà, c'est peut-être le moment d'aller voir, d'aller ailleurs, de regarder ce qui se passe. T'as trouvé rapidement? Oui. oui, parce que c'est une période. Bon, j'arrive plus à me rappeler exactement, mais oui, j'avais trouvé assez facilement. Et donc, tu vas où? Et là, je vais chez Kantar. Poste d'abord de directeur du contrôle gestion. Et en fait, je passe très très vite DAF adjointe, qui est je me rapproche de chez moi d'ailleurs à ce moment-là. Super projet. Donc Kantar Média, alors je sais pas si alors pour ceux qui connaissent pas, ça s'appelait pas Kantar à l'époque, c'est pareil tous ces changements de nom. Ça s'appelait TNS Sofres, le même groupe donc c'est devenu Kantar suite au rachat par WPP. Et donc Kantar, c'est institut de sondage, tous les panels, Ipsos comme voilà, exactement, tout à fait. Et donc là, il y a des chiffres dans tous les sens. Voilà. C'est structure assez importante, moins grosse que Canal+, mais voilà, il y a 800 personnes à peu près. Et surtout là, ils ont un gros projet moi, j'interviens sur un projet de changement de système d'information. D'accord. Et voilà. Et j'arrive pour un projet comme ça, qui était un projet comptable, quoi. Un projet comptable, et puis en fait, ça se transforme avec un prestataire à 3 lettres. Voilà, et puis ça se transforme en un projet énorme où on met en place un CRM, on met en place un outil de formation. Voilà, donc ça devient un projet où finalement, au début, on doit y avoir 15 utilisateurs et ça finit on est 200 utilisateurs. Donc c'était oui, un super projet. Et ça fait partie de ce genre d'expérience où on se dit ça bouscule parce que tu deviens chef de projet tu interviens devant toutes les équipes pour annoncer régulièrement pour expliquer comment le projet avance, etc. Ça, c'est des choses qui tout de suite te bousculent un peu.
Voilà, parce que tu as toute la gestion de projet finalement, tu as la gestion des équipes, toutes les équipes qui changent toutes les équipes, en tout cas post-projet, et ça on le savait, on l'avait anticipé, parce que le plus gros d'un projet comme ça, c'est la conduite du changement, toujours. Dans tous les projets qu'on mène, c'est toujours l'humain qui est le plus difficile. Et là, en tout cas sur toutes les équipes financières, tout le monde changeait de métier. C'était un vrai changement de métier pour eux. Donc des équipes ADV, administration des ventes qui deviennent, qui passent au contrôle de gestion. Enfin, en tout cas, il y avait des vrais changements de métier qui venaient avec l'outil. Voilà, puisque il faut accompagner le changement. Il faut communiquer énormément. Exactement, beaucoup. On avait créer un sentiment d'injustice non plus. Non. En fait, c'était, mais on avait fait ça bien. Non, c'est-à-dire qu'on avait, et d'ailleurs, c'est des choses, c'est des recettes que j'utilise toujours aujourd'hui. Donner un nom à un projet, créer une équipe projet, faire des piles. Bien sûr des copiles, des coproches, des copiles, donc toute cette mécanique de projet, créer une vie autour du projet, même faire des pots à chaque étape, des petites choses, des petites recettes qui font que les équipes sont embarquées, et puis quand c'est comme ça, on est en recettage, ils sont là le week-end s'il faut, mais ils sont là. Enfin voilà. Donc c'est des petites recettes comme ça qu'aujourd'hui, peut-être 15 ans après, j'utilise encore. Là, quand on est passé dans les bureaux, on a fait un petit peu le tour. J'ai vu les équipes qui sont allées chercher du champagne parce que vous avez quelque chose à célébrer. Pareil, c'est toi qui as donné cet impulse sur... Oui, on a envoyé... c'est ce genre de choses qu'on fait. On essaye de trouver toujours une petite occasion. Voilà. Dès qu'il y a une petite occasion... Aussi, dès qu'il y a une petite... Hier, c'était les équipes réseaux sociaux parce qu'on a atteint les 100 000 followers. Félicitations. Hier, c'était les équipes finances parce qu'elles viennent de lancer un module... d'engagement de dépenses, enfin peu importe, mais voilà. Et donc elle disait, est-ce qu'on peut ouvrir le champagne? Évidemment. Mais c'est des petits rituels. Et puis après, une équipe le fait, l'autre équipe veut le faire, et puis chacun trouve ses raisons. Le tout, c'est de célébrer. Ça crée du lien. Ça crée du lien, et les gens sont contents. Ça fait du bien. Voilà. C'est pour ça que les gens sont contents d'être là. Et alors après, Kantar? Après Kantar, il faut que je me rappelle. Alors Kantar, si, le bémol de Kantar, super projet, on arrive au bout du projet. Et puis c'est au moment où on se fait racheter par WPP. Et là, j'avais parce que WPP, c'est un groupe mondial qui était coté à Londres et coté à New York. D'accord. Donc en stéréo. En DAF. Génial. En stéréo, en DAF, exactement, j'avais Londres, donc avec les fuseaux horaires, j'avais Londres-New York en permanence. Et comme on était une très grosse entité, c'est-à-dire que WPP c'était un peu une entreprise un peu satellite. C'est-à-dire que plein d'agences, parce que WPP, c'est aussi des agences médias, etc. Donc on plein de structures, mais on des milliers de structures. Mais Kantar, ça, à l'époque, on a été racheté, donc très grosse structure. Ouais. Donc, on cochait donc à l'époque, Sarbanes-Oxley, donc les normes Sarbanes-Oxley, des normes d'audit interne. D'accord. On cochait toutes les cases des normes d'audit. Donc, on avait les auditeurs sur le dos qui passaient tous les 3 mois. Tous les 3 mois, 15 jours de... Tous les 3 mois, on avait 15 jours de... Bon, bref. Donc, et puis, c'est les auditeurs de la bourse, finalement. Ouais. Donc, c'est pour le reporting aux actionnaires. Voilà, ouais, d'accord. Donc, ça m'a un peu... Je me suis dit, bon... en tout cas, mon métier, je le conçois pas comme ça. Ouais. En tout cas, mon métier, quand j'étais à la finance et quand j'ai choisi de faire de la finance d'entreprise, pour moi, c'est un outil, un moyen de piloter l'entreprise. Stratégie. Et voilà, pour moi, le reporting, tout ça n'avait pas d'intérêt dans ce qui pour moi a du sens. Ouais. Ce qui a du sens en entreprise, c'est comment est-ce que donner les outils à la direction générale, donner les outils pour piloter l'entreprise. Faire de la strat. Pour moi, c'est ça. Et là, j'ai l'impression, je m'y retrouvais pas. Donc, mais en l'occurrence, j'ai pas cherché parce que on m'a appelé à ce moment-là. Une ancienne, une connaissance de Canal+ qui était en cabinet, mais qui me contacte pour BFM TV. Très bien. Voilà. On y va. Et donc là, il y avait quelque chose aussi c'est que quand on a vécu pendant 9 ans, ou un peu plus de 9 ans chez Canal+, avec cette culture d'entreprise très très forte, ça manquait un peu. D'accord.
Donc, moi, je donne beaucoup. Je donne beaucoup et j'aime. Et c'est vrai que pour moi, c'est aussi important de représenter, enfin, d'être dans une entreprise que je porte aussi, dont je suis fière et que j'ai envie de porter. Et chez Kantar, cette culture d'entreprise était assez diluée quand même. Parce qu'elle était diluée parce qu'il y avait beaucoup de marques, beaucoup d'activités très différentes, qui étaient en plus avec des rattachements justement à Londres, à New York, par activité. Chacun fait son truc dans son coin. Chacun faisait son truc un peu dans son coin. Donc il n'y avait pas cette culture de marque très forte. Et tu t'es dit, moi, ça me manquait un peu. Retournant dans les médias, peut-être je vais la retrouver. Oui. Et c'est vrai que je l'ai retrouvée. Vraiment, je suis entrée au sein du groupe Next Radio TV. Je l'ai retrouvée vraiment. Parce qu'en plus, c'était le début. À ce moment-là, BFM TV faisait pas encore... n'avait pas encore le succès d'aujourd'hui. Donc on était vraiment dans la courbe ascendante. Donc c'était très excitant. Parce que c'était... Alors il y a eu ça, il y a eu la courbe ascendante. Donc dans le groupe, c'était RMC, c'était la vache à lait. Ça se portait très très bien. BFM TV était dans la courbe ascendante et j'ai vécu le lancement d'RMC Découverte. D'accord. Avec Alain Veil et c'est vrai que c'était des super aventures. De toute façon, quand on fréquente des gens qui sont inspirants, qui ont vraiment une vision, tout de suite, ça impacte. On a envie de les suivre et on apprend. Ah bah oui, ça a été exactement ça. Et là, tu étais DAF aussi. Hein. Et là, j'étais DAF, tout à fait. J'étais DAF, je suis arrivée pour être DAF de la régie publicitaire. Donc, c'est vrai que j'avais la chance d'être... la régie, c'est un peu le nerf de la guerre. Et donc, c'est le revenu. Ouais. Voilà, donc oui, sur tous ces projets, sur le lancement de tous ces projets, on participait. On avait cette chance d'être de toutes les semaines dans le bureau d'Alain. Donc, oui, c'était passionnant, ouais. Donc oui, j'ai vraiment retrouvé cette culture d'entreprise très forte, très commerciale. Ouais. Oui, voilà, parce que j'étais à la régie aussi, mais très commerciale. On célébrait aussi les victoires. Très exigeant aussi. C'est vrai, finalement, il y a un point commun. Hein, c'était très exigeant au niveau commercial aussi. Et voilà, mais bon, en tout cas, c'est ce qui permet le succès. Voilà, mais je suis pas restée très longtemps parce que malheureusement, mais bon, c'était l'opportunité. Et là, je vais peut-être aller plus à un côté personnel, puisqu'avec mon mari, on s'était toujours dit, si un jour on a une opportunité de repartir à l'étranger, parce que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on avait envie tous les deux, on la saisira. Et c'est lui qui a eu l'opportunité de partir à l'étranger, puisqu'on lui a proposé un poste au Maroc. Ouais. Et quand on nous a proposé, on s'est dit non, mais on ne peut pas refuser. C'est l'occasion. Voilà. Nos enfants étaient à un âge où c'était idéal, et on s'est dit non, mais là, c'est vraiment, on a envie de vivre ça. C'était une aventure, pour nous, c'était une aventure humaine. Mais alors, une fois sur place, tu t'es mis en mode non, alors moi, femme d'expat ou alors non, je vais trouver quelque chose, je vais m'occuper. Non, moi, j'étais pas capable de ça. Donc, j'ai démissionné parce que je voulais pas, de toute façon. J'ai démissionné et puis, mais bon, de toute façon, à partir du moment, je sais pas si tu as déjà vécu ces expériences-là, mais quand tu dis tu pars à l'étranger, moi, j'ai eu 15 appels, 15 numéros de téléphone. Bon, bref, j'ai eu plein de contacts. Ouais. J'ai eu plein de contacts et je suis arrivée au Maroc début septembre, 1er septembre. Bon, je passe les histoires de déménagement. on pourrait en parler que de ça. On ne crée pas d'invité. 15 jours, bon bref, en tout cas, je pense que le 15 septembre, je commence à appeler les contacts. J'ai un rendez-vous tout de suite et je suis prise tout de suite. Voilà. En fait, je pense que il faut imaginer. Donc, c'est la chaîne. Je suis prise chez Régie 3. D'abord pour un poste de chargé de mission, on va dire. Et il me voit arriver avec mon CV chaîne de télé française. Voilà, j'ai aucun mérite. C'était facile. Non, mais ils ont vu l'occasion, l'opportunité. Voilà, c'était l'opportunité. Donc c'était donc Régie 3, c'est la régie de la chaîne de télé marocaine. Je dis toujours la chaîne de télé marocaine parce qu'en gros il y en a une qui fait en part d'audience 85%. Donc voilà. Donc c'est 2M. Donc c'est la régie de la chaîne de télé marocaine, mais aussi de la première chaîne radio Medi 1. Et puis plusieurs
plusieurs médias print. Ouais. Et puis, quand j'y étais, on avait fait un rachat aussi d'un média digital. Voilà. Donc, tu as structuré, Voilà. accéléré, stratégie, Oui. la totale. Complet. Non, alors là, ce qui s'est passé, c'est que en bref, et pareil, l'histoire serait trop longue à raconter, mais on me propose le poste de directrice générale en janvier. Je suis arrivée en septembre. Tout va bien. Voilà. C'était le Messi, là. C'était même plus le Ouais, CV. j'étais le Messi. J'étais le Messi. T'acceptes ? Après avoir fait. Oui, après, j'étais vraiment dans un environnement marocain, comme je dis D'accord. toujours. Donc, c'était super. En termes de culture. Ouais. Voilà, et puis j'avais envie de ça, hein, puisque Tu voulais de l'immersion. C'était l'occasion. Exactement. Si je pars à l'étranger, c'est parce que je voulais être en immersion, donc c'était extraordinaire pour ça, hein, culture. En revanche, je me suis sentie un peu seule quand même. Vous étiez à Casa ou vous étiez J'étais à Casa. Okay. Ouais, j'étais à Casa. Et c'est à Casa que tout se passe, hein, enfin, en tout cas, principalement. Et en fait, il y a vraiment un vernis. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est comme en France, vraiment. Parce qu'en plus, ils sont assez doués en copier-coller. Hein. Faut le savoir, ils font un peu de tout pareil. Hein. Ikea est devenu Kitea là-bas. Enfin, bon, bref, ils font beaucoup de copier-coller. Et donc, c'est vrai qu'il y a un vrai vernis qui ressemble beaucoup à la France. Donc, on a l'impression que tout va bien, les process sont là, mais en fait, c'est très, très différent. Ouais. C'est très, très différent et il y a énormément à faire et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons dans les roues quand même. Voilà. Alors, vous êtes resté combien de temps ? 3 ans. Ok, oui, donc tu as quand même fait plus de 2 ans, 2 ans et demi. Oui. J'ai fait 3 ans, 3 ans au Maroc, ouais. Et après, au retour ? Et au retour, contact. J'ai rappelé mes anciens camarades. Donc on peut parler de la diaspora Canal finalement. Ouais. En fait, là, en l'occurrence, c'était la diaspora. C'était la diaspora BFM. Puisque je rappelle mes anciens camarades donc je rencontre Marc Lofer, qui est toujours d'ailleurs l'actionnaire, qui est en partie l'actionnaire de l'étudiant. Enfin bon, bref, ça aussi c'est une longue histoire. Mais et donc je le rencontre et voilà, et ça match. Et c'est là où il te parle de l'étudiant pour la première fois ? Oui, il me parle de l'étudiant pour la première fois. En fait, qui faisait à l'époque partie du groupe L'Express. D'accord. Et Marc, à ce moment-là, avait fait une offre de rachat au groupe L'Express. Il avait fait une offre de rachat de l'étudiant. Et donc, moi, il me prend parce qu'il souhaite que voilà. Donc, à ce moment-là, j'arrive sur un poste de secrétaire général. Et puis, tu gères, en fait, finalement, avec ta casquette finance. Exactement. Tu gères tout, les négociations, là. C'est ça. Et alors, ça fait 7 ans et demi maintenant. Ça fait 7 ans et demi. C'est ça. Donc, si on aborde la deuxième partie du podcast, tu es directrice générale déléguée. C'est ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça consiste en quoi ? Et le délégué ? C'est un binôme ? Délégué, oui, parce que on est en binôme avec Christelle Mercier, qui est notre présidente, qui, elle, est là depuis 35 ans. Je crois que c'est ça, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est là depuis 35 ans. 35 ans chez l'étudiant. Et voilà, on est un binôme. Donc, alors, en quoi consiste ton rôle ? Mon rôle, c'est de définir la stratégie. Ouais. Et puis de la piloter, de la mettre en œuvre. C'est ça. Enfin, c'est presque simple. Non, mais oui, c'est celle-là. C'est vraiment ma mission. Comment est-ce que tu présenterais le groupe d'étudiants aujourd'hui ? C'est un groupe. Oui, exactement. C'est un groupe, pas depuis très longtemps, hein, parce que quand on est vendu, quand l'étudiant est vendu il y a 7 ans, quand j'arrive, on n'est que l'étudiant. On est même, il y a un apport partiel d'actifs, on a une activité qui devient la société de l'étudiant. C'est quoi l'étudiant ? L'étudiant, déjà, sa mission, la mission première de l'étudiant, c'est on est un média. On est un média, on est né média. On est devenu aussi un organisateur de salon, mais on est un média. Et notre mission, c'est d'aider et d'informer les jeunes pour les aider à choisir leur avenir, pour les aider à s'orienter. Donc, c'est une mission hautement stratégique et que tu aurais aimé avoir quand tu étais toi-même au collège-lycée. Et dans le cadre de cette mission d'aider et d'accompagner les familles, les jeunes à trouver leur voie, on se dit comment au quotidien, donc on les informe via notre média, on les informe sur nos salons, donc nos 110 salons dans 50 villes en France. Comment on peut continuer à les aider, comment on peut toujours être au plus proche de
dans leurs usages, dans leurs besoins. Et c'est pour ça que encore aujourd'hui, on cherche aussi à faire de la croissance par du rachat. Et donc, on a fait des rachats dernièrement. Des rachats de salons Non. Alors, on fait des rachats de salons, mais ça, on va dire que c'est de la croissance un peu... presque évidente, facile, puisque ça, on travaille. C'est-à-dire que le rachat de salon ou le développement de salon, pour nous, c'est du maillage territorial. Ouais. Voilà, on le fait en maillage territorial, c'est-à-dire qu'on identifie les bassins, les bassins où il y a des besoins et on développe, soit on est en partenariat, soit on rachète. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est vraiment une croissance naturel, qui pour nous du maillage. Après, quand on a fait les rachats donc on a racheté 2 sociétés ces 3 dernières années, ça c'était plutôt de la diversification. Donc et dans un objectif d'innovation et justement d'accroître les services autour de l'orientation. Donc là on a fait un rachat d'une société de Futurness qui est notre filiale qui fait du coaching en orientation. D'accord. Là où sur l'étudiant, on va parler au plus grand nombre, on va informer tout le monde d'un point de vue collectif. Quand on est chez Futurness, là, on a vraiment un accompagnement individuel. Alors là, on est en revanche sur c'est un format payant. Oui, c'est une prestation. Voilà, mais on est sur du coaching individuel. Donc c'est un coaching qui se fait dès le lycée, finalement? Ça dépend du besoin. Évidemment que beaucoup lycées, parce que beaucoup lycées, et puis de plus en plus tôt avec les réformes. Donc on accompagne les élèves de seconde, première, terminale, les vœux Parcoursup. Mais on peut aussi accompagner des gens en réorientation. Voilà. Donc ça c'est vraiment c'est accompagnement individuel avec des coachs certifiés. Donc ça, c'est notre première filiale. Et une deuxième qui s'appelle Study Advisor, qu'on a racheté aussi il y a 2 ans, qui, fort du constat qu'on voit sur nos salons, de plus en plus sur nos salons, vous allez voir que sur les stands, ce sont des jeunes qui parlent aux jeunes. Et un jeune se retrouve beaucoup plus facilement, en tout cas, il est plus à l'aise dans de pair à pair, dans une relation de pair à pair, parce qu'il se sent en confiance. On a fait plusieurs études. Il se sent en confiance dans cette relation en one-to-one. Et fort de cette expérience-là, on s'est dit, en vrai, comment on peut encore accompagner les jeunes. Et donc, c'est une plateforme de mise en relation entre pairs. Donc, des étudiants qui parlent à des lycéens et qui des étudiants de l'IPAC, de l'IESEG, de l'ESSIL, en tout cas d'école ou de la fac de médecine ou en tout cas il n'y a pas privé public. Donc je vais aller à Nanterre faire du droit. Voilà. Je pourrais échanger avec un étudiant qui est à Nanterre. Tout à fait. Voilà. J'ai envie de savoir comment ça se passe une première année en droit à Nanterre. Et s'il y a, on appelle ça un advisor, un study advisor, je contacte un advisor pour en savoir plus sur une première année de droit à Nanterre. Donc ça fait une expérience pour l'étudiant. Exactement. Ça lui fait une belle référence sur son CV. Exactement, parce qu'il accompagne. Et puis souvent, quand on est dans une démarche d'accompagnement, il y a rarement, les gens disent rarement non. Oui, bien sûr. Ouais, Et alors, le groupe L'Étudiant, il a été créé en 79. 72, pardon. Je sais, créé noir sur blanc. Le premier salon, c'était en 86. Et aujourd'hui, vous avez récemment atteint les 100 000 followers sur TikTok. Là, tu nous partages aussi 2 acquisitions sur les 3 dernières années. C'est quoi la vision de l'avenir pour l'étudiant? Parce que vous avez l'air de toujours continue. Alors, tester des choses. On a une chance dingue, et c'est que on a notre cible. Ils ont entre 15 et 25 ans. Ouais. Donc, ça évolue très très vite sur cette tranche d'âge-là. Les usages évoluent, il se crée des réseaux sociaux tous les jours. Enfin, pas tous les jours, mais j'exagère. Mais en tout cas, on a une cible vivante, très très vivante. Et dynamique. Et très dynamique. Et puis nous, en plus, on est dans l'orientation. Chaque année, il change. C'est pas comme... on n'a pas de... Finalement, on n'a pas... Pas de pénurie. Et surtout, on n'a pas de vivier où on se dit, on fait la fidélité. Non, nous, on ne travaille pas sur la fidélisation. Et à un moment donné, ils n'ont plus besoin de nous. Et tant mieux. En revanche, chaque année, on en a des nouveaux. Voilà. Mais c'est nouveau, ils ont d'autres usages, d'autres. Donc on met un point d'orgue important à l'innovation, toujours l'innovation. Comment est-ce qu'on est en permanence en phase avec les usages?
Donc ça, c'est un peu c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. C'est toujours être en phase avec les usages des jeunes. Donc on a une cellule d'innovation, on a une direction d'innovation, voilà, qui est toujours à chercher du service. C'est comme ça qu'on a créé le simulateur du bac, le simulateur des notes au bac. On était les premiers. Dis-nous tout. Parce que quand il y a eu la réforme du bac, avec toutes ces spécialités, les points, les EC, les E3C, enfin bon, ça a été, elle a beaucoup changé cette réforme. Mais c'était plus, il y avait une partie de contrôle continu, il y avait des nouvelles épreuves. Comment savoir si tu vas avoir ton bac, sachant que tu as une partie contrôle continu. Donc, c'est en fait un simulateur qui te permet de savoir combien de points il te manque pour avoir ton bac en fonction du contrôle continu. Ça te permet, si j'ai tant, est-ce que je peux avoir la mention? Enfin, ouais, et donc ça, on l'a créé. Faire des projections, en fait. Voilà. Et ça marche super bien. Je veux bien le croire. Ça marche super bien. Et parce que ça va être à la fois, est-ce que je vais avoir mon bac, mais combien il me faut pour avoir mon bac, mais ça peut être aussi, qu'est-ce qu'il me faut, voilà, quelle note il me faut pour avoir ma mention. Et vous êtes combien dans le groupe? En tout, on doit être 180 à peu près. D'accord. Ah oui, donc pour couvrir le territoire, parce qu'on est au niveau national. Alors attention, c'est-à-dire que nous, là, c'est les salariés. Ouais. On fait travailler énormément de prestataires. C'est-à-dire que nos salons, nos équipes pour chaque salon. Donc on peut avoir, on a 110 salons dans 50 villes et ça se passe en 4 mois presque. Enfin, j'exagère, mais 5-6 mois maximum. Ça commence en septembre, ça se termine au mois de mars. Mais avec un très, très gros pic entre octobre et janvier. Ouais. Et donc, on a des week-ends avec 12 salons. Donc, forcément, c'est des prestataires. Voilà. Donc, forcément. Donc, on envoie 4-5 personnes de nos équipes d'ici. Mais en fait, après, ce sont beaucoup de prestataires. Donc, on fait travailler beaucoup, beaucoup de monde sur nos salons. Est-ce que tu peux nous partager un projet qui soit pas confidentiel, bien entendu, mais un projet sur lequel tu retrouves toutes tes valeurs, qui te plaît, sur lequel tu es actuellement et qui te motive particulièrement? Il y en a plein. Donc c'est bien déjà, on retrouve. Ouais, il y en a plein. Non. Là, un projet que j'ai envie de partager parce il a déjà été lancé et aujourd'hui on a besoin de vous voyez là notre petite esperluette. Je sais pas si vous voyez. En zoom dessus. Voilà, l'esperluette. C'est notre nouveau logo, c'est notre nouvelle, c'est notre petit. On vient de lancer notre nouvelle plateforme de marque. Parce qu'on voulait, on avait un logo qui avait quelques années, donc qui avait 6-7 ans, qu'on a entièrement refait, qui est plus rond, plus dynamique, comme tu peux le voir là, il y a beaucoup de couleurs, c'est très coloré. Ouais. On voulait quelque chose de très optimiste. Proche de notre cible, proche des jeunes. Le E de Esperluette, c'est le E, c'est le lien. C'est le lien entre c'est ces fameux liens entre le lycéen et l'étudiant, entre l'enfance et entre le présent et l'avenir. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est ce lancement de cette plateforme de marque qui est pour nous très important aujourd'hui. Puis qui est un gros challenge. Il faut arriver à parler aux anciennes générations pour qu'elles puissent pour leurs enfants, mais aussi aux nouvelles pour qu'elles se l'approprient. Et c'est notre baseline qui en parle très bien, en tout cas qui le résume très bien. Vous avez l'âge de l'avenir. Vous avez l'âge de l'avenir. Ça s'adresse à tout le monde. Ouais, et puis c'est le challenge. Exactement. C'est l'orientation. Donc c'est quelque chose c'est très optimiste et ça va avec la mission qu'on porte, même si on sait, et on le sait très bien, que les sujets qu'on traite sont parfois anxiogènes. Ouais, ça l'est pour les familles, mais il y a toujours un chemin. Voilà. Ouais. On finit toujours par trouver son poste. Exactement. Et puis il y en a même beaucoup des chemins. J'aimerais, parce qu'on va avancer sur la clôture de cette deuxième partie. Est-ce que tu peux nous décrire ta journée type? Alors, je passe ma journée dans J'arrive à 11h. Comité de pilotage. Non, je suis beaucoup en rendez-vous. Ouais. J'ai beaucoup de rendez-vous, que ce soit en interne ou en externe. Ça va être beaucoup de comités de pilotage, beaucoup de comités de pilotage, c'est-à-dire que comme on mène... Faire avancer les projets. Voilà, faire avancer les projets, ouais. Exactement. Faire avancer les projets et puis faire avancer les projets et faire en sorte de prendre des décisions qui permettent de faire avancer les projets. Tu as 180 personnes, combien d'équipes? Une douzaine. Oui, donc voilà, donc ça veut dire que si chacun a 2-3 projets en parallèle, ça fait un certain nombre de projets à faire ensemble. Ça fait beaucoup de projets. Avec des pics d'activité. Voilà, et une très forte saisonnalité chez nous. Oui, c'est ça.
Donc, en ce moment, ce qu'on appelle... alors, ça y est, on est en train de finir l'intersaison. Calme avant la tempête. Voilà. Non, parce que c'est... En fait, nous, notre intersaison est presque aussi chargée, parce que l'intersaison, on prépare, c'est comme dans la mode, hein, on prépare la saison d'après. Donc non, l'intersaison est extrêmement chargée, mais c'est pas du tout les mêmes temporalités. C'est-à-dire que quand on est en saison, justement, les week-ends, on est pris, on est sur les inaugurations, on est... voilà, on est à période, on est vraiment dans le feu de l'action. Là, on est vraiment dans la conduite de tous les projets. J'ai envie de te poser une question personnelle. Oui. Tes enfants aujourd'hui sont grands. Oui. Leur orientation, ça s'est passé comment? Alors là, avec maman, j'ai même fait l'orientation de tous les petits copains, de tous les... Non, ils étaient entre de bonnes mains. C'était un copil. Ouais, c'était un copil. Non, ils étaient entre de bonnes mains. Oh, non, félicitations. Je les ai guidés, accompagnés. Coachés. Non, peut-être même pas coachés, non, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent. Et puis, mais oui, accompagnés, vraiment. Ouais. C'est vraiment le mot. Et vous avez fait des salons en physique? Mais ils n'ont pas le choix. Non, mais alors ils l'ont pas fait vraiment pour eux. Ils l'ont fait plus parce que j'aime bien partager aussi des choses avec donc leur montrer aussi mon univers. Non, ils sont venus, ils ont vu des salons, mais finalement pour eux, ils n'ont pas eu tellement besoin. Oui, ils savaient déjà. L'information venait à eux aussi. Oui. Naturellement. Il y a des avantages. Ouais, il y a quelques avantages. Alors on va rentrer dans la troisième et dernière partie. L'idée est très simple. Je te donne 3 mots, 3 phrases, et tu me dis celle qui te convient ou te correspond le plus rapidement possible. D'accord. Café, thé ou chocolat? Café. Il y en a beaucoup? Oui. Ouais, il y en a beaucoup, oui. Oui. Livre papier, e-book ou livre audio? Livre papier. Une recommandation de livre? Alors, moi, je suis... moi, le livre, c'est un loisir. D'accord. C'est vraiment un loisir. Donc, c'est ta coupure. C'est ma coupure. C'est ton moment à toi. Donc, je suis roman historique, saga familiale, voilà, c'est ça moi. Donc les Rougon-Macquart, enfin voilà, ça c'était quand j'étais enfant. Aujourd'hui c'est plus les Pierre Lemaitre, mais voilà, en tout cas c'est mon loisir, c'est mon sas de décompression. Mer, montagne ou campagne? Montagne. Plutôt du matin, du midi ou du soir? Soir. Donc tu fais des grosses journées qui se terminent jusqu'à tard. Ouais, mais je suis là tôt aussi. Cinéma, théâtre, concert? Cinéma. Une recommandation de film qui t'a beaucoup plu? Le dernier en date, Monte Cristo, il est très bien. Ouais, c'est vrai. Très très sympa, une très bonne surprise. Ouais. Et fidèle au roman. Et oui. Oui, c'est sûr que quand on a aimé le roman, moi j'adore aller voir les... C'est un gros challenge. Ouais, c'est un gros challenge, ouais. Présentiel, télétravail ou hybride? Hybride. Il y a un jour, d'ailleurs, c'est quoi la règle chez l'étudiant? On a une très grande souplesse, nous, il y a souplesse sur le télétravail. On a 2 jours de présence obligatoire et 3 jours de télétravail potentiel. Et des jours qui sont fixes? Les jours qui sont fixes pour les équipes qui travaillent ensemble. Comme ça leur permet de se voir. Exactement. Collège, lycée ou école de commerce? École de commerce. Meilleur moment, c'est école de commerce? Oui, oui, quand même. C'est là où on devient les soirées. Voilà. Où on se fait des amis pour la vie. Ouais. Lecture, écriture, peinture? Lecture. Email, appel ou messagerie instantanée? Les 3. Je sais pas, il faut que vraiment j'en choisisse. On utilise tout. Ouais. Tout le temps. Porte de Versailles, porte-maillot, autre pour les salons? Porte de Versailles, c'est beaucoup mieux. Ah oui, il n'y a pas de doute. Et sur les salons en France, il y en a un que tu préfères? Non, la halle de la Villette, c'est super à Paris. Après, non, il y en a plein. Oui, la halle de la Villette. En fonction de là où vous êtes, allez au salon le plus proche. Après, on est beaucoup dans les parcs expo, c'est jamais très sexy. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça permet de rencontrer les gens. Voilà. Mais parce que nos salons sont très gros, très gros. Très. Donc, on a déjà voulu étudier d'aller dans des endroits plus sympas, parfois plus jolis, plus esthétiques, mais ça rentre pas. La taille, ouais. Faudra faire ça en extérieur. Oui, mais l'orientation, c'est l'hiver. C'est pour ça qu'on a fait des couleurs sur notre logo. Parce que nous, nos salons sont en hiver, donc ça permet de mettre un peu de couleur. On retire le blanc, on en a déjà assez. Oui. 4 dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, de podcast, une newsletter à nous proposer? La newsletter de l'étudiant. Bien sûr, évidemment. Oui. Et abonnez-vous bien sûr à Instagram, à TikTok, pour être les 100 000 et 1e, évidemment. Non, après... non, j'ai pas de
Je lis pas plus beaucoup de presse papier, mais j'ai acheté parce que j'ai pris le train. Le dernier de Society, il était très sympa. Je conseille. Society. Si on souhaite te contacter, quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Et comment est-ce que les commerciaux peuvent-ils te démarcher? LinkedIn. LinkedIn? C'est réceptive en fait. Oui, c'est vrai. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Bah voilà. Et un petit coucou, un message à passer? Tes enfants, ton mari déjà? Bah voilà, un petit coucou à mes enfants, mais mon mari. Et puis si un jour toutes les équipes de l'étudiant me voient, à toutes les équipes de l'étudiant qui... N'hésitez pas. Voilà. Un grand merci Isabelle. Merci à toi. C'était très intéressant. Merci de t'être livrée en toute transparence. C'est un plaisir. Et puis j'espère à très bientôt. À très vite. Merci. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.